Bonjour, aujourd'hui je vais revenir sur le parcours en profondeur ou le DFS, un peu comme je l'avais fait dans une vidéo précédente sur le parcours en largeur. Alors le DFS ou le parcours en profondeur, je l'ai déjà évoqué dans une des premières vidéos de cette chaîne, mais là je vais faire quelque chose qui s'apparente un petit peu plus à un cours. Alors c'est pas vraiment un cours, attention, mais je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc ça va être un petit peu moins de la vulgarisation et un petit peu plus de l'approfondissement. Ça peut être notamment utile pour si vous êtes étudiant notamment. Alors le parcours en profondeur, revenons sur quelques généralités. Tout d'abord, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais c'est un algorithme qui est tout à fait classique, qui est fondamental, qui est utilisé dans de nombreux autres algorithmes sous forme de sous-routines, disons. Donc c'est un incontournable, je dirais, de l'algorithmique des graphes. Il permet notamment de construire ou d'extraire une structure arborescente, ça peut être un arbre, ça peut être une forêt éventuellement, d'un graphe. Alors attention, il y a plusieurs, on va dire, versions, je mets vraiment entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment des versions, mais qui permettent d'extraire plus ou moins d'informations du graphe. Et je vais essayer de détailler un petit peu ça dans l'illustration que je fais aujourd'hui. Le parcours en profondeur est valide et valable pour des graphes orientés ou non orientés. Ici, aujourd'hui, je vais parler principalement de graphes non orientés, mais je ferai une petite incursion aussi sur les graphes orientés pour finir, pour vous dire un petit peu la différence qu'il y a entre les deux. Alors attention, le dernier point, c'est un algorithme récursif. C'est-à-dire que la fonction principale s'appelle elle-même. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec la récursivité, ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué à comprendre, encore que j'ai essayé d'illustrer les choses vraiment de manière graphique, avec des couleurs, avec des choses qui se déplacent. Donc si c'est votre premier algorithme récursif que vous voyez, ça risque d'être un peu déroutant, on va dire. Mais je vous encourage quand même à essayer de comprendre. Alors cette présentation, donc principalement, on va partir d'un graphe qui a n sommets, non orienté, il va être connexe, ce graphe. Chaque sommet aura comme identifiant un entier, donc entre 1 et n. On peut imaginer que ça soit entre 0 et n-1, par exemple, si vous programmez en C, les tableaux débutent leur indexation à la case 0. Mais bon, moi, je ne vais pas m'embêter avec ça, donc ça sera entre 1 et n. Et à chaque sommet, on va associer un certain nombre de paramètres qui vont être des cases de tableaux, de divers tableaux. Il va y en avoir 4 en tout. Et on verra à quoi servent ces données. Évidemment, elles sont toutes plus ou moins importantes. Certaines sont absolument fondamentales, d'autres sont, on va dire, optionnelles. C'est ça qui fait un peu les versions différentes. Et le contenu de ces tableaux, alors ça c'est un point un peu plus technique, on va supposer qu'il est modifiable partout. C'est-à-dire qu'en fait, il est embarqué comme paramètre de la fonction principale, mais sous forme d'adresse, si vous voulez. Donc, les tableaux que l'on va balader d'appel récursif en appel récursif, le contenu des cases peut être modifié à n'importe quel niveau de la récursion. Bien, commençons tout d'abord par la fonction appelante, que j'ai appelée DFS, ou parcours en profondeur. Prend en entrée, attention, deux choses, donc un graphe, G, et puis R. Et R, ici, ça va être le sommet de départ du parcours. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez important. R est un sommet quelconque de G. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de variables, il y a des tableaux. Le tableau couleur perd début et fin. Et chaque case de ces 4 tableaux est associée ou correspond à un sommet de G. Donc, par exemple, si on a le sommet 4 du graphe, eh bien, couleur de 4 va représenter la couleur du sommet 4, paire de 4 va représenter le paire de sommet 4 dans l'arborescence qui va être construite, et début et fin sont les dates de début de traitement et de fin de traitement du sommet en question. Ça, on va y revenir, bien sûr. Cette fonction a pour particularité ici, dans ce bout de code, d'initialiser les diverses variables. Donc on a une boucle pour, une boucle for. Pour chaque sommet U, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre sa couleur à blanc et son pair à nil, c'est-à-dire à rien, initialisé à vide si vous voulez. Pour les tableaux début et fin, pas besoin d'initialisation particulière. Ensuite, il y a une autre variable qui est un entier, temps, qui va être une sorte de chronomètre discret, si vous voulez. On va appeler ça des dates de début ou de fin de traitement de chacun des sommets. Alors notez bien que début, fin et temps sont des choses, sont des variables qui sont optionnelles dans certaines versions du DFS. Elles ne sont pas absolument fondamentales, tout dépend de ce que vous voulez retourner.
Ensuite, à la ligne 5, on va faire un appel à la fonction principale dfsrec. Ici, c'est vraiment le cœur de la méthode. Et donc, ça va embarquer le sommet R, le graphe G, les tableaux couleur, paire, début, fin, et puis l'entier temps. Et tout ça pourra être modifié, en tout cas les derniers paramètres pourront être modifiés dans les divers appels de la fonction. Alors, j'ai pas mis de retour dans la mesure où cet algorithme peut retourner éventuellement suivant les besoins, soit le tableau pair ou d'autres paramètres. Parfois, c'est le tableau pair qui va être important pour définir la structure de l'arborescence qui va être construite. Parfois, ça peut être la couleur, éventuellement le début, la fin. Enfin, en général, quand il y a le début, fin, on est aussi intéressé par pair, etc., etc. Ça, on le verra un petit peu après. Donc là, il manquerait, je dirais, la ligne 6, un return de quelque chose, et ce quelque chose va dépendre de l'usage que vous faites du DFS. Bien, voilà, ça donc c'est simplement l'initialisation. Alors regardons comment je vais traduire ça. Donc on va partir sur ce graphe-là, G, donc qui possède un certain nombre de sommets, un certain nombre d'arêtes, et vous voyez qu'il y a une petite case. Donc ça va être pour moi la case couleur. Alors pour l'instant c'est blanc, donc voilà, après ça va passer à gris, puis à noir. On va voir comment se font les évolutions de couleurs. Ensuite, j'utiliserai d'autres codes couleurs que je vais détailler au fur et à mesure pour les autres paramètres. Au lieu de vous dessiner des tableaux qui vont se remplir au fur et à mesure et qu'il est difficile d'interpréter graphiquement, moi je préfère faire l'illustration avec des interprétations graphiques en mettant des couleurs, des flèches, des choses comme ça. Bien, voici le cœur de la méthode qui s'affiche maintenant. Donc je vous invite à mettre la vidéo sur pause éventuellement pour lire le pseudocode. Alors, quelques petites indications. Vous voyez qu'à la ligne 4, il y a une boucle for, on va faire une boucle sur tous les voisins de U, et pour chaque sommet, pour chaque voisin V, on va regarder si sa couleur c'est blanc. Alors si c'est blanc, on fait les deux instructions de la ligne 6 et 7. C'est-à-dire que ici, l'indentation, un peu comme dans certains langages de programmation, l'indentation vaut début et fin de bloc d'instructions. Voilà, pour éviter d'avoir à mettre des begin, des end ou des accolades qui rendent le code un petit peu illisible, j'ai essayé d'épurer le plus possible les choses. Bien, alors ce qui nous manque pour l'instant, c'est le sommet de départ. On peut prendre n'importe lequel, moi j'ai choisi de prendre ici le sommet 3. Voilà, donc le petit cadre rouge, là, ici, qui va se balader, va désigner le sommet sur lequel est le DFSREC actif. Vous voyez que ce DFSREC actif prend comme entrée un sommet U, qui va être le sommet courant. Au départ, c'est le sommet de départ. Hein, donc ici, j'ai choisi 3. Le graphe G, et puis en input-output, c'est-à-dire en paramètres modifiables, les tableaux, couleur, paire, début, fin, et puis l'entier temps. Voilà. Donc on est sur ce sommet 3. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on suit l'algorithme ligne par ligne. Tout d'abord, on va changer sa couleur, on va la faire passer de blanc à gris, donc voilà ce qui se passe, comme ça. Ensuite, on va lui affecter à ce sommet 3 une date de début qui va prendre le champ temps, la variable temps qu'on aura pris soin d'incrémenter juste avant. Alors, je vous rappelle que temps au départ, c'est initialisé à 0, donc plus 1, ça fait 1, et on lui affecte comme ça. Voilà, donc au-dessus du sommet, ou en dessous éventuellement, je vais mettre dans une case verte la date de début de traitement du sommet qui correspond à la case début de U. Voilà, ici, donc 3 est attaqué à la date 1. Ensuite, que fait-on pour 3? On va faire une boucle sur tous les voisins. Alors regardons les voisins, ici dans ce graphe-là, il y a le sommet 5 qui est voisin de 3, le sommet 8 et le sommet 2. Bon, donc on fait cette boucle dans un certain ordre. Rien n'est préconisé dans le DFS, donc on fait ce que l'on veut, ou en fonction de la structure de données que l'on a, la façon dont on a stocké éventuellement le graphe, et on regarde. Si la couleur du sommet est blanc, alors on fait les deux traitements qui suivent. Bon, ben là, pour l'instant, tous les sommets sont blancs, donc imaginons qu'on regarde en premier le voisin 8 de 3. Alors, il est bien blanc, hein, puisque son étiquette au-dessus de 8 est blanc. Donc, on va faire paire de V égale U, c'est-à-dire on va mettre une relation de parent-enfant entre 3 et 8. Donc, on va mettre dans paire de V, c'est-à-dire paire de 8, on va mettre le sommet 3. Alors, au lieu, encore une fois, de dessiner des tableaux, moi, j'ai décidé de le présenter, un peu comme ma précédente vidéo sur le DFS, par une flèche, comme ça, une flèche verte.
Donc cette flèche verte indique que dans la case 8 du tableau pair, il y a la valeur 3. C'est-à-dire que 3 est le pair de 8, ou 8 est l'enfant de 3, si vous voulez. Voilà, on commence à construire une arborescence, ici. Ensuite, vous voyez la ligne 7 de l'algorithme, on fait DFS-REC de V, c'est-à-dire ici de 8. C'est-à-dire qu'on va là attaquer l'exécution récursive, et pour s'y retrouver sur l'illustration, eh bien, je vais déplacer mon petit carré ici. Voilà. Donc maintenant, le sommet actif, c'est 8, et on se retrouve à la ligne 1 de DFS-REC de 8. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on change la ligne 1, sa couleur en gris, on augmente temps d'une unité, temps valait 1, maintenant il vaut 2, et on affecte cette valeur à début de 8, c'est-à-dire ici j'écris début de 8 égale 2, c'est-à-dire que je mets une petite étiquette verte au-dessus de 8 qui vaut la date 2. C'est-à-dire qu'à la date 2, on attaque la découverte, la visite, si vous voulez, l'exploitation de 8. Ensuite, pareil, on fait la boucle pour tous les voisins V de U, c'est-à-dire on regarde tous les voisins de 8, et on fait les traitements correspondants. Alors regardons les voisins de 8, 8 a 3 voisins, il a 1, 6 et 3. Il ne faut pas l'oublier, 3, 3 c'est aussi un voisin de 8. Alors il se trouve que 3 n'a plus comme couleur blanc, il est gris maintenant, vous voyez la petite étiquette sur 1 qu'on a modifiée tout à l'heure, donc lui on ne fait aucun traitement pour 3. Ça c'est pour éviter d'avoir des circuits, puisqu'à la fin on veut une structure arborescente. Donc il ne reste plus que 1 et 6, et suivant l'ordre dans lequel vous avez stocké votre graphe, eh bien vous allez attaquer 1 ou 6. Moi j'ai choisi d'aller en 6 par exemple, donc est-ce que 6 est blanc? Ben oui, la petite étiquette qui est dessous est blanche, effectivement. Donc on va mettre une relation de père à fils entre 8 et 6, et puis on va faire DFS-REC de 6, c'est-à-dire qu'on va déplacer, si vous voulez, le contrôle sur 6. Voilà, là on attaque la phase toujours de descente, là on est dans la phase de descente du DFS, et on va attaquer DFS-REC de 6. Toujours pareil, on recommence à la ligne 1, on passe sa couleur en gris, on incrémente temps d'une unité qui passe à 3, et ça sera la date de début de traitement de 6. Dans le fond, on y est arrivé à la date 3, si vous voulez. Et ensuite, pareil, on regarde tous les voisins de 6, alors il en a 4, il a 4, 7, 2 et 8. Alors 8 n'est pas blanc, donc on ne fait rien. Et ensuite, on choisit un des 3 autres sommets voisins. Donc ici, j'ai choisi 4. Donc je vais mettre une relation de 6 à 4, toujours pareil, symbolisée par une flèche verte. Et puis, je vais déplacer le contrôle de 6 à 4 en faisant DFS-REC de 4. Voilà. Bon, là, je pense que vous avez compris. Maintenant, on fait exactement la même chose pour 4. On passe sa couleur à gris. Ensuite, on incrémente temps, qui va valoir 4 maintenant, et ce 4, on l'affecte à début de 4. Donc 4 est découvert à la date 4, si vous voulez. Ensuite, on regarde tous les voisins de 4. Alors, il y a 6 qui n'est pas blanc, donc on ne fait rien pour 6, et il y a 1 qui est blanc, donc là, on doit obligatoirement faire les instructions qui consistent à faire une relation parent-enfant comme ça, et à faire des DFS-REC de 1. Donc on déplace le contrôle comme ça. Voilà, donc là on est vraiment dans une phase de descente. On va vraiment dans la profondeur du graphe, je dirais. Alors, une fois arrivé à 1, toujours pareil, on passe la couleur à gris, on incrémente temps qui vaut 5, et on affecte 5 comme début de 1. Bien, maintenant regardons ce qui se passe pour la ligne 4. On regarde tous les voisins de 1. Donc il y a le sommet 8 et le sommet 4. On regarde le sommet 8, est-ce qu'il est blanc? Non, donc on ne fait rien. On regarde maintenant le sommet 4, est-ce qu'il est blanc? Non, donc on ne fait rien. Du coup, la ligne 4 est terminée. La boucle pour, là, on a traité tous les voisins. Donc on vient, pour la première fois maintenant, sur la ligne 8. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, là, c'est la fin de traitement d'un sommet. Donc pour marquer cette fin de traitement, on va passer sa couleur à noir, comme ça. Et puis, on va incrémenter la variable temps, qui va passer de 5 à 6, et on va affecter ce 6 dans la case fin du sommet correspondant. Donc fin de 1, ça va valoir 6. Alors moi, pour symboliser ça, j'ai mis une case, une espèce de orange, comme ça, orange clair. Voilà.
Voilà, donc là on est, si vous voulez, quelque part dans une sorte de cul-de-sac. On ne peut pas prolonger le parcours en profondeur, la découverte en profondeur à partir de 1, parce que sinon on ferait des circuits et c'est pas ce qu'on veut. Bien, alors à partir de là, on a fini DFS-Rec de 1. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, comment est-ce qu'on a appelé DFS-Rec de 1? On l'a appelé à partir de la boucle de scan des voisins de DFS-Rec de 4. Donc là, en fait, on va se retrouver de manière automatique, grâce à la fin de cette fonction récursive, sur le sommet 4. Voilà. Ça, c'est juste un mécanisme, si vous voulez, de programmation qui fait qu'on se retrouve ici. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle une phase de backtrack. On revient un pas en arrière sur, dans la fonction qui avait appelé DFS-Rec de 1. Et à partir de là, eh bien, on essaie à nouveau, à partir de ce sommet, d'aller en profondeur, si on peut. Voilà. Est-ce qu'on peut poursuivre la recherche en profondeur? Alors bon, 4, il n'a plus de voisins, blancs. Donc ce qui fait que sa ligne 4, la boucle de scan des voisins est terminée. Donc on passe à la ligne 8. Du coup, comme pour le sommet 1 de tout à l'heure, on passe sa couleur à noir. On incrémente temps. Alors attention, temps maintenant vaut 6. 6 plus 1, 7, et c'est la date qu'on affecte à 4. Voilà. Donc en fait, si on regarde ces deux dates, 4 et 7, ça veut dire que 4, il a été traité entre la date 4 et la date 7. Voilà, fin de traitement de ce sommet. Et comme tout à l'heure, ça finit DFS-Rec de 4, et donc du coup, on retourne de manière automatique dans la fonction appelante, qui était DFS-Rec de 6. Donc par un phénomène de backtrack, en fait, on se retrouve sur 6. Alors sur 6, donc on avait quitté 6 dans la boucle d'exploration des voisins. Donc on avait regardé 8, il n'était pas blanc, donc on n'avait rien fait. On avait regardé 4, et ça a fait ce que vous avez sous les yeux. Et maintenant, on continue la boucle des voisins, puisque c'est pas terminé. On a regardé 8, on a regardé 4, mais il reste encore 2 et 7. Alors où on va? Bon, moi j'ai choisi d'aller en 7, on aurait pu choisir d'aller en 2, hein, c'est indifférent. Donc, est-ce que 7 est blanc? Oui. Du coup, on va faire une relation père-fils, comme ça, et puis on va continuer une descente, en fait, vous voyez, jusqu'en 7. Et on va faire DFS-Rec de 7. Donc là, vous pouvez constater que, maintenant, on a quoi? On a sommet blanc, qui sont entièrement blancs, c'est-à-dire 2 et 5, 7 qui va devenir gris, et puis on a deux sommets noirs, dont on a terminé vraiment l'exploration, et des sommets gris, qui sont 3, 8, 6. Voilà. Donc là, on a un chemin gris jusqu'au sommet courant, je dirais. Alors bon, pour 7, on arrive, donc lorsqu'on explore pour la première fois un sommet, toujours pareil, on change sa couleur de blanc en gris, on incrémente la variable temps. Alors elle en est où, la variable temps? Où est-ce qu'on l'avait laissée? On l'avait laissée au sommet 4, c'est la dernière fois qu'elle a été incrémentée. Vous voyez, lorsqu'on a fait le backtrack sur 6, elle n'a pas été incrémentée. Donc là, maintenant, elle est incrémentée. Du coup, elle vaut 8. 7 plus 1, 8. Et c'est ce qu'on va affecter au sommet 7. C'est-à-dire qu'il est découvert à la date 8, en fait. Enfin, une sorte de date, si vous voulez. Hein. Ce n'est pas une vraie date, hein. Ce n'est pas un temps système, hein, attention. Hein. C'est juste un marquage d'étiquette. Bien, et bien maintenant, toujours pareil, lorsqu'on explore un sommet, on regarde tous ses voisins. Alors, il a deux voisins qui sont 6 et 2. Est-ce qu'on va en chercher un blanc? Est-ce que 6 est blanc? Non, donc on ne fait rien. Est-ce que 2 est blanc? Oui. Du coup, on va là, obligatoirement, faire une relation père-fils comme ça, et on va faire un DFS-Rec de 2, c'est-à-dire on envoie le contrôle ici. Lorsqu'on découvre un sommet pour la première fois, on attaque à la ligne 1, on change sa couleur en gris, on incrémente temps, donc qui valait 8, qui vaut 9 maintenant, et on affecte comme date de début de traitement de 2. Voilà. Toujours pareil, on regarde tous ses voisins, il a 3 voisins, ce sommet, mais aucun n'est blanc. Donc on regarde 3, est-ce qu'il est blanc? Non, on ne fait rien. On regarde 6, est-ce qu'il est blanc? Non, on ne fait rien. On regarde 7, est-ce qu'il est blanc? Non, on ne fait rien. Du coup, on passe de manière naturelle à la ligne 8, on passe sa couleur à noir, pour commencer la fin de traitement de ce sommet. On incrémente la variable temps d'une unité qui va passer à 10, et on l'affecte comme date de fin de traitement de 2. Voilà. Donc du coup, 2 a été traité entre pseudo-date 9 et 10. Du coup, on se retrouve de manière naturelle par un backtrack en fait sur le sommet 7. Le sommet 7, il n'a plus de voisins blancs.
donc ce qui termine le traitement de la ligne 4. Donc on vient à la ligne 8, on passe à couleur en noir, on incrémente temps qui va passer à 11, qu'on affecte comme date de fin, ici, voilà. Et puis, de manière naturelle, on se retrouve dans le backtrack, ici, sur 6. Alors qu'est-ce qu'on fait sur 6? On est toujours dans la boucle d'exploration des voisins, on a exploré 8, on a exploré 4, le fait d'explorer 4 a créé tous les flèches qui sont en bas, on a exploré 7, maintenant il faut explorer 2. Mais 2 n'est pas blanc, donc on ne fait rien. Tout à l'heure il était blanc, maintenant il est passé à une autre couleur, donc il est noir, il est intégré dans l'arbre, donc on ne va pas aller l'explorer. Voilà. Donc fin de traitement maintenant du sommet 6, donc on passe à la ligne 8, on passe à couleur à noir, on incrémente temps qui passe à 12 et on l'affecte comme date de fin de 6. Du coup on se retrouve de manière naturelle dans la fonction appelante qui était dfsrec de 8, comme ça, voilà, on fait un backtrack. Vous voyez que chaque fois qu'on fait un backtrack, en fait, c'est une opération complètement naturelle en termes de programmation, et on remonte la flèche, vous voyez, à l'envers, en fait. Chaque fois, c'est cette flèche verte que l'on remonte à l'envers. La flèche de relation père-fils ou parent-enfant. Et en 8, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on continue l'exploration des voisins. Dans le fond, on a regardé 3 qui n'était plus blanc, on a regardé 6, ça a créé tout ça. Maintenant, on regarde 1. Mais 1, entre-temps, il était blanc tout à l'heure, il est passé à noir. Donc on ne peut plus y aller. Donc fin de traitement de 8. Du coup, on passe à couleur en noir. On incrémente à la variable temps qui passe à 13 et on l'affecte au sommet 8. Bien, donc du coup, par le phénomène de backtrack, on se retrouve ici. Maintenant, que se passe-t-il pour 3? Eh bien, 3, on est dans la boucle d'exploration de ses voisins, on a exploré 8 et ça a créé tout ça. Maintenant, on regarde notre sommet, notre voisin, on regarde 5, par exemple. Est-ce que 5 est blanc? Oui. Donc là, on va continuer la progression en profondeur pour essayer de découvrir vraiment chaque fois d'autres sommets qui n'ont pas encore été visités. Eh bien, on y va. Donc, comme 5 est blanc, on y va. On va créer une relation père-fils comme ça. On fait des fsrec de 5. Lorsqu'on découvre un sommet pour la première fois, encore une fois, on change sa couleur en gris. On incrémente temps qui, attention, maintenant vaut 13, donc ça vaut 14. La dernière fois qu'on avait incrémenté temps, c'était sur le sommet 8. Et on colle cette étiquette sur le sommet qu'on est en train de regarder. Voilà. Bon, on regarde tous les voisins de 5. Bon, il n'y en a qu'un, c'est 3. Est-ce qu'il est blanc? Non. Donc on ne fait rien. Donc on arrive à la ligne 8. Fin de traitement de 5, donc on passe à couleur en noir pour dire s'il est fini de traiter, et on affecte l'étiquette suivante à fin de 5 égale 15. Voilà. Et ensuite, de manière naturelle, on backtrack. On se retrouve donc dans la boucle d'exploration des voisins du sommet 3, et on a encore un sommet à regarder qui est 2, qui était blanc tout à l'heure, mais qui est devenu noir entre-temps. Voilà. Donc fin de traitement de 3. Du coup, on change sa couleur en noir, on incrémente temps qui vaut 16 et on l'affecte ici. Voilà. Voilà l'intégralité du traitement, d'un traitement en tout cas par le DFS, comme ça, sur cet exemple-là. Alors, maintenant on va un petit peu oublier le code qui est à gauche, ici. Et puis, si on oublie les couleurs maintenant. Bien, regardons ça. Alors, ces couleurs-là ne sont pas forcément intéressantes. Maintenant, je vais redessiner la structure verte ici sur la gauche, donc je vais reprendre les sommets, et puis les arcs verts, je vais les dessiner, voilà, comme ça. Et les étiquettes début et fin, je vais les dessiner sous forme d'intervalle, intervalle de temps. Vous voyez, donc par exemple pour 3, c'est les étiquettes 1,16, je mets l'intervalle 1,16. Et puis je fais la même chose sur tous les autres sommets. Donc 2,13, par exemple pour 2, c'est 9,10. 2 est en bas. Voilà. Alors, si ce que vous cherchez à faire, c'est de construire une arborescence enracinée au sommet de départ, donc quelque chose de hiérarchique, eh bien, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose qui est vraiment hiérarchique, qui part de la racine, qui est en bas, et puis qui se déroule de sous-arbre en sous-arbre. Alors, les étiquettes, elles servent à quoi? Eh bien, là, ici, elles servent notamment à se repérer dans les sous-embranchements de cette arborescence. Alors, comment? Par exemple, si vous prenez le sommet 7, qui est plutôt en bas à gauche, il a comme intervalle 8, 11. Et si vous prenez 8,
le sommet 8, qui a pour intervalle 2, 13, eh bien, l'intervalle de 7, c'est-à-dire 8, 11, est complètement inclus dans celui de 8. Et ça dénote le fait que 7 est un descendant, alors pas direct, hein, c'est pas son fils, c'est ici son petit-fils, mais de 8. Voilà. Donc, deux intervalles, s'il y en a un qui est emboîté dans l'autre, ça veut dire que l'un est le descendant de l'autre. Par contre, si les intervalles sont complètement disjoints, par exemple celui de 7 et celui de 4 sont complètement disjoints, là ça veut dire qu'ils ne sont pas descendants l'un de l'autre, ils sont dans des sous-branches, si vous voulez, différentes. Alors, l'intervalle qui va tout inclure, évidemment, c'est l'intervalle de 3, hein, du sommet 3, puisque là on a 1, 16 et ça inclut tous les autres intervalles, ce qui veut dire que tous les autres sommets sont des descendants, quelque part, de ce sommet 3. Voilà un peu à quoi peuvent servir les dates de début et de fin. Ça peut avoir d'autres usages éventuellement, mais ça peut servir notamment à se repérer dans une arborescence comme ça. Alors, dans beaucoup de cas, en fait, vous n'avez pas besoin de ces dates de début et de fin. Donc voilà, ça donnerait ce code-là, DFS-REC, vous voyez, où j'ai mis un vraiment grisé très transparent les dates de début et de fin, et du coup, le résultat, ça serait quelque chose, voilà, comme ça, avec des couleurs, et puis avec des tableaux pairs qui représentent l'arborescence. Voilà, donc vous pouvez ne pas utiliser les dates de début et de fin si vous n'en avez pas besoin. Dans ce cas-là, vous allez avoir un résultat qui est de ce type-là, évidemment avec tous les sommets qui seront noirs à la fin. Alors, regardons maintenant, imaginons que l'on veuille, que notre objectif soit de construire un arbre couvrant un graphe connexe. Donc, par exemple, ce graphe-là. Vous faites le DFS, donc vous oubliez ici maintenant les couleurs que vous allez toujours utiliser, c'est important hein, quand même de les conserver dans le DFS, mais bon là ici elles n'ont pas beaucoup d'importance pour ce qui nous intéresse, et les dates de début et de fin, vous pouvez complètement les exclure. Dans ce cas-là, ce qui vous intéresse, c'est un arbre couvrant, vous avez le tableau pair, et bien chaque arête, chaque flèche est associée à une arête. Vous allez pouvoir oublier vos flèches, la direction, je dirais, le sens des flèches. Et même le point de départ, qui n'est pas très important, puisque ce que vous cherchez simplement c'est un arbre, pas un arbre hiérarchique, pas un arbre orienté. Et dans ce cas-là, voilà, vous vous retrouvez avec un arbre. Alors, si vous pouvez même bien voir que c'est bien un arbre, hein, puisque c'est bien connexe et sans cycle, voilà, ça c'est un résultat du DFS. Si ce qui vous intéresse, c'est la construction d'un arbre, donc ce qui va vous intéresser plus particulièrement, ça va être le tableau pair, où vous allez changer tout simplement les relations père-fils, hein, les arêtes qui correspondent à ces relations père-fils. Une autre utilisation, si vous voulez faire un test de connexité d'un graphe, savoir si ce graphe est connexe, bon, là, ici en l'occurrence c'est le cas, et bien dans ce cas-là, ce que vous aurez à retourner, ce ne sera pas les dates, hein, les dates vous pouvez même ne pas les mettre du tout dans votre algorithme, ce ne sera même pas les flèches père-fils, ce ne sera même pas le sommet de départ, en fait ça va être simplement les couleurs. Donc votre graphe est connexe, si et seulement si, après le DFS à partir de n'importe quel sommet, tous les sommets sont noirs. Voilà. C'est un test de connexité assez simple. Hein. Donc vous avez juste à regarder, juste à retourner le tableau couleur en fait. Et voilà, vous regardez, si tout est noir, eh bien c'est bon. Tous les sommets ont été atteints, votre graphe non orienté est bien connexe. Alors, attention, le résultat d'un DFS n'est pas unique, hein, on l'a vu tout à l'heure, enfin on l'a entrevu tout à l'heure. Je vais vous donner un autre exemple ici. Donc là, vous avez à gauche le résultat de l'algorithme de tout à l'heure. Je vais, de manière plus rapide et sans mettre toutes les structures de données en place, faire une autre exécution du DFS, hein, un petit peu plus synthétique, je dirais. Voilà, donc à partir de 3, on choisit un voisin. Donc imaginons qu'on choisisse 5 en premier. Donc on fait une relation de père-fils. Ça, je le maintiens. Donc ce qui veut dire que 3 est gris et 5 est gris maintenant. Alors bon, fin d'exploration de 5, du coup on fait un backtrack, on revient ici. Ensuite on va aller choisir notre sommet, notre voisin blanc de 3. Imaginons qu'ici maintenant on choisisse 2, on fait une relation père-fils comme ça, entre 3 et 2. Et puis on continue, hein, l'exploration, on continue l'exploration en descente. Imaginons qu'on aille maintenant sur 6. 6 et 7 sont visitables potentiellement, plus 3 par contre. Donc on fait cette exploration-là.
Ensuite, à partir de 6, on peut aller en 8, en 4 ou en 7. Alors, imaginons qu'on aille en 7. Ici, on se retrouve évidemment dans un cul-de-sac. On ne peut rien faire, on ne peut pas prolonger l'exploration en profondeur, puisque 2 est déjà dans l'arbre et 6 l'est déjà. Du coup, fin d'exploration de 7, on fait un backtrack. On revient en 6, et là, on va à nouveau essayer d'explorer en profondeur. Alors, on a le choix d'aller sur 8 ou sur 4. Imaginons qu'on aille, par exemple, sur 8. On met une relation père-fils pour se souvenir. Les relations père-fils, ça correspond un peu à des petits cailloux du petit poussé pour revenir jusqu'à la maison initiale qui est le sommet 3 ici. À partir de 8, ben, on regarde 3, il est déjà dans l'arbre, on ne fait rien. Sur 6, pareil, on ne fait rien. Donc on doit aller ce coup-ci sur 1, on met une relation père-fils, on fait le DFS règle de 1. À partir de 1, on ne peut pas aller en 8, on doit aller en 4, donc on vient ici. Ici, pareil, on se retrouve dans un cul-de-sac, on ne peut plus aller en 6 puisqu'il est déjà intégré dans l'arbre, et on ne peut pas aller dans 1 puisque c'est de là qu'on vient. Fin de traitement de 4, on se retrouve par le mécanisme du backtrack sur 1, fin de traitement de 1, donc on se retrouve par le mécanisme du backtrack sur 8. Là, ici, on ne peut plus aller à nouveau en profondeur, donc par le backtrack, on va se retrouver en 6. Ici, 6, on a exploré tous les voisins, puisque 4, entre-temps, a été intégré dans l'arbre, donc on ne va pas l'explorer à partir de 6, en tout cas. Du coup, on fait un backtrack, et à nouveau un backtrack sur 3. 3 avait un voisin blanc tout à l'heure qui était 8, mais entre-temps, il n'est plus blanc, donc fin de traitement du graphe par le DFS à partir de 3. Bien, alors dans ce cas-là, ce qui nous intéresse, c'est de trouver un arbre couvrant. On va remplacer chaque flèche verte par les arêtes qui leur correspondent. On va oublier les flèches, on va oublier le sommet de départ, et là, vous voyez, on a un deuxième arbre couvrant, qui est celui-ci. Alors, si on oublie les arêtes non vertes, ça nous donne, voilà, ces deux arbres, et vous voyez qu'ils sont effectivement différents. Mais les deux sont bien le résultat d'un DFS sur le même graphe à partir du même sommet de départ. D'accord ? Donc, ce n'est pas incompatible, il n'y a pas unicité du résultat a priori. Voilà, donc on a deux résultats possibles ici du DFS qui correspondent à deux arbres couvrants du graphe non orienté connexe de départ. Donnons un petit mot rapide sur un graphe orienté, par exemple celui-là. Vous voyez que là, ce coup-ci, on a des flèches, ce sont des graphes orientés. Imaginons qu'on parte du sommet 3. Alors, le code est exactement le même, sauf que la boucle de traitement des voisins, ce coup-ci, c'est on explore un voisin que si c'est un voisin sortant. Donc là, 3, il a deux voisins sortants, qui sont 2 et 8, parce qu'il y a la flèche 3 vers 2 et une flèche 3 vers 8. Donc on en choisit un des deux, puisque tous les deux sont blancs pour l'instant. Imaginons qu'on aille sur 2, on crée une relation parent-enfant, comme ça. Et à partir de 2, c'est pareil, on fait la même chose. On regarde tous les voisins sortants de 2. Alors attention, 3 n'est pas un voisin sortant, c'est un voisin entrant de 2, donc c'est pas un voisin sortant. Voisin sortant, il y a 7 et 6, on en choisit un des deux. Alors imaginons que ce soit 7, on vient ici. Ici, 7, il n'a qu'un voisin sortant, 6, donc on doit obligatoirement venir ici. 6, il a deux voisins sortants, qui sont 2 et 8. Attention, pas 4, c'est un voisin entrant, 4. Donc on doit obligatoirement maintenant aller en 8, puisque 2 est déjà intégré dans l'arbre. On fait ça. 8, il a un seul voisin sortant, qui est 3, mais 3 est déjà intégré dans l'arbre, il est plus blanc. Donc on fait un backtrack. En 6, en 7, en 2 et en 3, en fait, on va revenir ici en 3 et fin de traitement de l'algorithme. Donc là, dans ce cas-là particulier, malgré le fait que ce graphe soit un seul morceau, eh bien, si on regarde les couleurs, à la fin, ces sommets vont être noirs. Ce sont les sommets par lesquels on est passé. Ils sont passés de la couleur blanche, grise et pas noire. Et les deux sommets qui sont en bas sont toujours en blanc. D'accord ? Parce que eux, on n'a pas pu les atteindre. Voilà. Donc ces sommets en bas n'étaient pas atteignables et du coup, ils sont restés blancs. Voilà. Donc malgré le fait qu'on ait un graphe, je dirais, d'un seul tenant, eh bien, on n'a pas pu tout explorer. Et c'est normal parce qu'on n'a pas le droit de prendre des flèches à l'envers. Bien, voilà. Donc ce qui conclut cette présentation un petit peu plus détaillée, je dirais, du DFS. J'espère que ça vous aura été utile. Alors, c'est pas évident toujours de représenter la récursivité, parce que c'est en fait, il y a une pile d'appels des fonctions.
Toujours la référence absolue, d'ailleurs j'ai mis un S à référence, mais je vous en donne qu'une, c'est un bouquin édité chez Duno qui s'appelle L'Algorithmique, de ces 4 auteurs. Ça, c'est un gros bouquin, c'est un pavé de plus de 1000 pages qui contient plein d'algorithmes et pas que des algorithmes de graphes. Mais c'est vraiment le bouquin à consulter. Alors, c'est pas à lire parce que ça se lit vraiment pas comme un roman. Mais si vous devez programmer des choses, il y a plein de choses sur les structures de données, sur les algorithmes classiques. Donc, vraiment, c'est un incontournable, absolument incontournable pour des gens qui font des études d'informatique notamment, ou voire des ingénieurs. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu plus longue et un peu plus technique que les autres vous aura intéressé, vous aura plu. Et puis, prochaine fois pour une autre aventure dans les graphes. À bientôt. Au revoir.